sommes mardi 13 janvier 2026. Auditrices, auditeurs des programmes de Studio Kalangou, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Nafisa Adam Sefo et avec moi Adam Dawaki. Bonsoir Adama, comment va? Bonsoir Nafisa, tout va bien? Super alors. Nos salutations à notre technicien du jour Issa Lawali et le chef d'édition Moussa Hassan. Quel est le programme de ce soir, Nafisa? Alors, comme chaque mardi, il y aura notre rubrique hebdomadaire santé, l'écho des régions nous conduit dans la capitale du Manga Difa. Il y aura la rubrique Loti. Et dans cette émission, vous aurez de la bonne musique 100% nigérienne, mais aussi de l'actualité sportive avec notre chroniqueur du jour. Et dans la partie entretien du jour, le conseiller du sultan de l'Aïr nous édifie sur l'historique du dit sultanat. Et c'est parti pour 35 minutes chrono d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement. Auditeurs, auditrices du studio Kalangou et de ses radios partenaires, avant d'entamer l'entretien du jour, nous allons d'abord écouter la première musique de votre émission et nous vous proposons le titre Anen Kaina du Fatih Mariko, n'est-ce pas Nafisa? Oui, on écoute. Alors Adama, on écoute donc Fatih Mariko en featuring avec Abdallah Bouraima. Anen Kaina, c'est l'un des sons de cette diva de la musique qui nous a fait danser toute petite. Anen Kaina, là, elle chante vraiment l'amour et l'amitié entre la société nigérienne et aussi la jeunesse en ce temps où le temps était vraiment au rendez-vous des Samaria et autres. Vraiment, et à la date d'aujourd'hui, Fatih Mariko continue vraiment d'émerveiller la scène musicale. On écoute. Anin kana bani mintu malhanai se anin kana kochiyo gabar farhandi wai ami anin kana aballa mala fali anin kana anin motogogo ginfo anin kana bani mai kadai se amina anin kana kochiyo gabar bejan. Alors, revenons au studio Adama pour la première partie de l'entretien du jour avec Abdraman Tourawa, le conseiller en communication du sultan de l'Aïr. Il nous édifie sur l'historique du dit sultanat, notamment les origines du nom Istanbulawa donné aux autochtones d'Agadez. Abdraman Tourawa au micro de Ternan Foudey. Par rapport à l'histoire de l'Aïr, aujourd'hui nous voulons savoir pourquoi on appelle les gens d'Agadez Istanbulawa. Pour répondre à cette question, il faudra faire un tour sur l'historique même du sultanat. Quand vous prenez
les premières confédérations Touareg sont installées sur les massifs de l'Aïr autour du 11e, 12e siècle. Donc ces confédérations sont venues en groupes différents. Donc la première vague était constituée par les Sandals, suivis des Kelaway, des Kelgrès. Cette première vague a une même origine, la vallée des Sirtes, au niveau du golfe des Sirtes, à Libye, dans une zone qu'on appelle Aoujila. Puis la deuxième vague, donc des trois autres confédérations, qui sont les Kelfrouan, les Kelfadey et les Keltamat. Donc ces confédérations installées dans l'Aïr vivaient chacun selon son numéro, sa grandeur, puisque le peuple Touareg est majeur, c'est quelqu'un d'orgueilleux qui n'accepte pas la suprématie d'une tribu ou d'une confédération l'une sur l'autre. Donc, ce qui a amené donc les différentes fractions à chercher avec l'État donc un arbitrage. Il faut que les rivalités se taisent, il faut qu'il y ait une unanimité sur un chef, et c'est en ce temps-là que les religieux, qui sont les plus influents, se sont assis pour demander la voie à suivre pour satisfaire cette exigence qui est vraiment une obligation pour les confédérations. Vous parlez des solutions. À l'époque, quelle était la solution trouvée? Donc la solution trouvée, c'est celle de chercher cet arbitre au niveau de l'Empire ottoman qui, en ce temps-là, autour du 15e siècle, dominait le monde islamique. C'est en lien avec l'islam, la question même de l'arbitrage, ou bien l'Empire ottoman a été choisi parce que c'est le plus puissant? C'était lié à l'islam, puisque je parlais tantôt des religieux, puisque l'Aïr était vraiment un centre religieux. À ce temps-là, déjà autour du 15e siècle, il existait des mosquées, donc des grands centres religieux, des universités islamiques. Il y a Milan, Tigda était une université islamique. Il y a des grands centres religieux autour de Chintagoda, autour de Galanga, plusieurs autres centres. Quand vous prenez l'Aïr, c'est vraiment les centres religieux où certains venaient de loin étudier l'islam. Ces différentes confédérations sont toutes des confédérations musulmanes qui ont le réflexe de chercher la solution islamique donc à tout problème. Le choix de la Turquie, d'Istanbul, c'est parce que le monde islamique n'était pas sous la dominance de l'Arabie saoudite. Déjà, dans les années 1400, c'est l'Empire ottoman qui dirigeait l'islam à travers le monde. Les confédérations ont envoyé un groupe d'environ 600 guerriers pour aller rencontrer l'empereur de la Porte Sublime, l'Empire turc. Donc, après plusieurs années d'attente, il a fallu 6 ans pour que l'empereur arrive à recevoir 7 de ces guerriers qui sont partis. Les 7 de ces guerriers-là, ils sont des différentes confédérations. Tout à fait. Il y a 6 principales confédérations qui sont à l'origine et qui ont un rôle important que nous allons voir dans l'intronisation du sultan de l'Aïr. C'est eux qui sont partis, sont venus dans l'Aïr plus précisément en 1405 avec les fils du sultan turc, Yunus, qui fut le premier sultan. Mais il n'était pas venu seul, il est venu avec une très forte communauté, d'où les Stamblawa, donc la confédération Touareg. Et cette communauté qui a suivi les sultans ont pris le nom des Stamblawa. Monsieur le conseiller, donc le premier sultan de l'Aïr, Yunus, c'est un Turc. C'est Yunus qui a dirigé donc de 1405 à 1424. Il faisait une vie nomadisante autour du massif. Donc il a fallu autour du sultan Youssouf pour que le sultanat soit stabilisé au niveau d'Agadez, après un séjour à Tadilizaki, à 30 km d'Agadez. Vous êtes à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangou. Chers auditeurs et auditrices, nous allons encore écouter de la musique, histoire de bien se placer avant de revenir sur la deuxième partie de notre entretien du jour. Nefissa, qu'est-ce qu'on fait écouter à nos auditeurs? Et oui, Adama, il s'agit de Imai Ilahili du groupe Yana.
May Ilahili du groupe Yana ici, donc Nana Ayoubania, elle rend hommage aux piroguiers, aux pêcheurs de la région de Gaïa. Et justement, il y a eu un festival qui s'est tenu ce week-end à Gaïa pour rendre hommage aussi à la culture du Dandi. Nafisa, après ces titres du groupe Yana, place à la seconde partie de l'entretien du jour. Le conseiller en communication du sultanat d'Agadez explique le contexte et la portée du pacte de sang signé par les confédérations en 1405 dans le cadre de la création du sultanat de l'Aïr, un pacte qui sacralise le pouvoir du sultan. Retrouvons une fois de plus Abdraman Tourawa, toujours au micro de Ternan Foudé Ahmed. Nous voulons savoir à l'époque comment s'est passée la transition des sultans Younous au sultan Youssouf. Il y a un passage important qui est inédit au niveau du monde entier. Imaginez en 1405, quand les confédérations ont installé les premiers sultans, ils ont signé un pacte qu'on appelle le pacte Sandal, avec 9 points. Et ce pacte est signé avec les sangs de toutes les confédérations. Donc sur lesquels ils disent que les sultans, c'est notre chef, c'est notre arbitre, c'est notre imam, c'est l'imam de nos imams. On devrait lui assurer sa sécurité, assurer ses besoins. Et le dernier point, malédiction à tout celui qui ne respecte pas les clauses de ces pactes. Monsieur le conseil, vous avez évoqué un pacte qui a été signé avec les 100 des différentes confédérations. Est-ce que vous pouvez plus nous expliquer comment les 100 a été utilisé pour signer ces pactes? Vous savez, tout ce qui est signé avec les 100, c'est pour donner une portée vraiment générationnelle, pour que les gens pensent à ces sacrifices. Les 100, c'est sacré. Donc si les ancêtres ont pu signer, même pas par l'encre, mais par le sang, ça veut dire que c'est un message très fort, qui est inédit et qui faisait la grandeur de l'Aïr déjà au XVe siècle. En 1405, en début du XVe siècle, comment l'Aïr était organisé. Et en plus, le sultan est venu avec toute une organisation traditionnelle, administrative, qui n'en vit rien aujourd'hui, système moderne de gouvernance. Vous voyez, presque tous les portefeuilles ministériels existaient déjà, que ce soit de la défense, de la sécurité intérieure, du commerce, du transport, des affaires féminines ou tout ce qui est affaires communautaires. Bref, tout est assuré. La police royale existait. Les gardes du sultanat, d'après Barthes, en 1850 déjà, il y avait plus de 1000 gardes au niveau de la cour du sultan. Et chaque garde doit avoir au moins un cheval et de quoi aller en cas de quête ou d'affront. Monsieur le conseil, ce sont des liens très forts. Jusque-là, on appelle le peuple d'Agadez Istanbulawa. Est-ce que ces liens-là continuent encore à être renforcés? Oui, les liens existent. D'après donc des recherches, que ce soit au niveau des étudiants turcs ou des étudiants nigériens qui sont en Turquie, beaucoup ont confirmé ces pistes historiques. Et aujourd'hui, quand vous prenez les sultans de l'Aïr, peut s'entretenir directement avec le président Erdogan. Quand il y a un événement, ils échangent des messages sans barrière. Quand vous prenez les palais du sultan, il a été rénové par la Turquie. Il y a l'effigie de la Turquie, donc, qui est là au niveau du palais. Et à un certain moment, donc, c'était la Turquie qui a pris l'engagement de faire cette route Istanbulawa en raison donc, de ces liens entre Agadez et la Turquie. Et cette route est une route double voie qui va quitter Agadez pour faire le massif de l'Aïr en passant par la zone de Aoudaras, Tumia, Ifrouane et boucler vers Arlit. Vous voyez, c'était un moment où
il y avait un peu de disponibilité financière au niveau de la Turquie. Mais après une tentative que vous connaissez, donc les plus grands milliardaires turcs étaient donc impliqués dans une tentative qui a vraiment bouleversé l'économie turque, et depuis cette décision reste encore en attente. Est-ce qu'il y a l'espoir qu'un jour ces grands projets vivront les jours? En tout cas, au vu de la puissance turque sur le monde moderne, il y a l'espoir, puisque vraiment, si toutefois les conservateurs continuent à régner en Turquie, donc des conservateurs comme Erdogan, donc c'est des projets qui sont réalisables. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Et pour ceux ou celles qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent à la rubrique santé. Dans celle-ci, nous allons parler de la maladie qui ronge les ongles, appelée onychomycose. Cette pathologie est provoquée par des champignons, selon le médecin colonel Inoussa Issa, dermatologue vénérologue à l'hôpital Amirou Boubacar Diallo de Niamey. Il est interrogé par Habiba Ahmed. Qu'est-ce qu'une onychomycose? Une onychomycose, c'est l'infection des ongles ou bien des replis péri-ingueux par des microbes qu'on appelle des champignons. Cette maladie, en général, un environnement favorable permet de voir surgir. Par exemple, quand on a surtout la main dans de l'eau, dans des choses humides, quand on manipule du sucre, des chaussures qui sont fermées, ça crée un certain environnement favorable à la survenue de ces champignons. C'est pourquoi au niveau des mains, on parle souvent de la maladie des ménagères, parce qu'elles ont souvent la main dans l'eau. Au niveau des pieds, les pieds d'athlètes, parce que les pieds sont souvent dans des chaussettes, dans des chaussures, et ça permet la prolifération de ces champignons. Comment se manifeste la maladie? En fonction du champignon qui est en cause, on peut avoir un type de champignon qui peut donner une inflammation du repli péri-inguéal, une inflammation, c'est douloureux. Des fois, quand on presse, ça peut même faire sourdre un peu du puits. Et l'ongle devient souvent verdâtre, gris. Et ça peut progresser du début, je veux dire, de l'ongle vers sa bordure. Et il y en a un autre type qui peut commencer également par ronger l'ongle, par détruire l'ongle à partir de la bordure, à ronger, à détruire l'ongle, à le rendre friable et progresser vers l'arrière. Ça fait gratter, c'est douloureux également au niveau de ces ongles. Comment se fait le traitement de cette maladie? Avant de faire le traitement, on préfère, si le plateau technique le permet, de faire un prélèvement. Donc on prélève un peu de poussière de l'ongle et on fait de la culture au niveau du laboratoire pour voir quel est le type de microbe, quel est le type de champignon qui est responsable. Et on détermine l'antibiotique qui lui convient bien. Mais à défaut également, on se sert des arguments cliniques pour traiter. Et le traitement comprend une panoplie des antibiotiques qu'on appelle des antifongiques. Mais il faut préciser que pour les ongles, le traitement est long. Ça va jusqu'à 6 mois. Ces champignons sont-ils contagieux? Ils sont dans notre environnement. Voilà, on peut les attraper quand les conditions sont créées. Et comment s'en protéger? Il faut vraiment essayer de respecter certaines conditions d'hygiène. Si on travaille, on a toujours les mains dans l'humidité. Dès qu'on finit le travail, il faut vraiment sécher les mains. Ce qui est valable également au niveau des pieds. Il faut toujours garder les chaussettes propres, les chaussures propres, aérer les pieds dès que possible. Et vraiment, dès que les premiers signes se manifestent, consulter un dermatologue. Ces champignons, s'ils ne sont pas traités, peuvent-ils conduire à des complications? Oui, ces champignons, s'ils ne sont pas traités, peuvent conduire à des complications parce que ça peut détruire des ongles. Là, c'est à commencer par la qualité de vie du patient parce que ça peut le gêner et puis ça peut également altérer sa relation avec son environnement. Parce que c'est le premier contact de la main
on regarde que tu as des choses sur tes ongles, ça peut se répercuter sur ta relation directe. Ça, c'est aussi des portes d'entrée. Si vous prenez au niveau des pieds, par exemple, c'est par là que certaines bactéries peuvent rentrer et provoquer des maladies plus graves de la peau. Et si la personne a un diabète, par exemple, là également, ça peut amener d'autres complications. Après la rubrique santé, chers auditeurs et auditrices, nous venons à l'écho des régions qui nous amène à Difa. Afin de prévenir la population des villages inondés sur les risques de la crue de la Koumadougou, l'association des Jeunes Unis pour la protection de l'environnement a sillonné dans le mois de décembre les villages environnants de la région de Difa pour la sensibilisation Nafissa. Et oui, c'était une initiative fortement saluée et encouragée par les autorités et la population. Écoutons Abdelaziz Mohamed Hamma, président de l'AJP Niger, au micro de Abdoulaye Mena. Shi ruwan Koumadougou kowa ya sani lokacin shi ne in yayi yana zuwa. To kamar yadda muka faɗi a baya, jihar Difa ta fuskanci ambaliyar ruwa 12 inda bara. A da ai babu irin ambaliyar ruwa mai ƙari irin haka. To yanzu ruwan iya zuwa mana ne da wani sabon salo, waɗanda ayyukan ɗan adam irin cire itatuwa da ayyukan makamashi ba tare da ka'ida ba, waɗanda mu a Nijar bunmu da wannan makamashin da suke haddasa shi sauyin yanayi dai ko a turai, waɗanda mu kuma muke ɗanɗana shi wannan kuɗa sauyin yanayi. Lalle ruwa ya zo. Yawanci ambaliyar ruwa ba da safe ba take yi ko da rana. Ruwa ya yi kumbura da daddare. Kenan tunka ruwa ya riske mu ya kamata a ce al'umma sun tashi tsaye. Kai ya kasance don gidana baya kusa da ruwa zan ce a bakin kaza kaza yan kusa da kaza, a'a mu dukkan mu ya kamata mu tashi kan mai buhu mu je mu ɗaɗɗura akan hanyar da ita ruwan yake bi. Wani irin illoli ambaliyan wannan ruwa na Koumadougou ke da shi ne musamman ga fannin abin da ya shafi muhalli? Na farko akwai cututtuka irin cutar kwalara in har ba a ɗau mataki ba, kuma cuta ta palu ya ɓarke, kuma akwai cututtuka na fata, dermatose ina ga ban mance ba. Kenan irin wannan ruwan in ba a yi hankali ba ya iya hassasa barkewa cututtuka irin wannan. Sannan wannan ruwa iya haddasa kuma rayukan al'umma, irin yaran da ake bari suna wasa a kusan kogin. Sannan kuma iya sa sinistire yana cin gidajen mutane, sannan kuma yana cinye abincin gona. Kuma ita wannan ruwan na Koumadougou, kun san in ruwa ya zo ya ci gona kuma iya tare a hanya. Na ɗaya ɓangaren sifiri za a samu ɗan taɓarɓarewa, sannan kuma rikici tsakanin makiyaya da manoma yana ƙara hassasa, saboda za a samu gona ruwa ya ci, mai gona iya ƙoƙarin ɗan abin shi da ya saura ya ƙoƙari ya huddo, shi kuma makiyayi gurin da yake kiyo ruwa ya zo ya shiga, kenan an samu reduction waje na kiyo, wanda kenan wani bi shi ke fushen shi makiyayi ya faɗa gona. Sannan kuma akwai rishi da ake samu na dabbobi, wanda za ka ga ruwa iya jan dabbobinmu suna iya amfani da ruwan ya zamanto musu matsala, ko kuma irin ledodi da suke yawo a cikin shi, kuma in dabba ta ci shi ma illa ne ga. To yanzu daga ƙarshe wani kira gare ku zuwa ga al'umma? To kiran iya da yawa, wanda ya san shi ma akan hanyar ruwa yake ya yi ƙoƙari ya tashi. Yara a barbaransu suna wasa inda shi ruwan ne yake. Sannan mutane kowa ya ba da gudunmuwar shi, kan mai buhu kan mai rere a kai a dakile a yi dig, ba wai sai ruwa ya kumbura wani hankalin kowa zai tashi a tashi, a tun yanzu ake prevenir. Sannan al'umma muna ƙara jan hankalin manomanmu masu albarka, wanda vraiment suna nasu iya ƙoƙari domin ganin an yi kokowa da hamada su ma. Ka a ɗauki ita wannan ambaliyar ruwa a matsayin wani alloba. Vraiment mutane su tashi, ruwa albarka ne, su yi amfani da shi wannan ruwa wajen cin moriyar shi, kai ya tafi a banza. C'est la page sport à présent et nous retrouvons notre chroniqueur du jour, Mokhtar Hamadou. Bonsoir Mokhtar. Bonsoir Nafissa, bonsoir Adama Dawaki. Bonsoir Mokhtar. Alors Mokhtar, nous débutons cette page sport avec cette médaille d'or des reines du terrain en athlétisme au Niger.
Exactement, Nafisa. Dans le cadre de l'attribution des médailles d'or des reines du terrain en athlétisme, un vote a été organisé du 15 décembre 2025 au 10 janvier 2026. À l'issue des votes, l'athlète Laila Yahya de l'association sportive de la police, AS Police, a remporté la médaille d'or avec un total de 4403 voix. La cérémonie officielle de remise des médailles s'est tenue le 10 janvier 2026 à l'hôtel Bravia de Niamey. Félicitations donc à l'athlète Leila ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe pour cette prouesse remarquable. Mokhtar, le Maroc et le Nigeria s'affrontent demain, mercredi 14 janvier, à Rabat, en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, n'est-ce pas? Et oui, Adama, attention, très gros choc. Ce mercredi, en demi-finale de la CAN 2025, les Super Eagles du Nigeria, finalistes malheureux de la dernière édition en Côte d'Ivoire, sont opposés aux Lions de l'Atlas du Maroc qui rêvent de s'offrir une deuxième étoile après 1976. Ce duel qui aura lieu au stade Moulay Abdallah du Maroc verra deux équipes qui ont affiché un bon niveau lors des quarts de finale. Les hommes d'Eric Schell ont dominé l'Algérie 2-0 et ceux de Walid Regragui ont battu le Cameroun 2-0. Le vainqueur de cette rencontre affrontera en finale le Sénégal ou bien l'Égypte. Et nous restons toujours à l'international. Mokhtar, l'ancien capitaine du PSG et héros du barrage contre l'Ukraine, Mamadou Sakho, prend sa retraite. Exact, Nafisa. L'international français à 29 reprises, Mamadou Sakho, 35 ans, a choisi de mettre un terme à sa carrière hier lundi, alors qu'il est sans club depuis un peu plus de 6 mois. Une annonce faite un soir de derby parisien pour ce Titi formé au PSG et passé par le Paris FC chez les jeunes. L'international français, 29 sélections, 2 buts formés et révélés au PSG avec qui il a disputé 201 rencontres en professionnel avant son départ à Liverpool en 2013. Revenu en France à Montpellier pour 2 saisons plus poussives entre 2021 et 2023. Un vrai parcours. Exactement, Nafisa. Merci. Et ici prend fin la page sport de ce mardi 13 janvier 2026. Merci Mokhtar pour toute cette actualité sportive. Maintenant, place à notre chronique Loti du jour. Et oui, dans la chronique Loti, nous mettons l'accent sur le moment décisif de la vie d'une mère et de son enfant, le suivi médical avant et après la naissance, parce que chaque rendez-vous compte pour prévenir les risques, accompagner la santé de la mère et du bébé. Les consultations prénatales et postnatales sont indispensables. Écoutons les femmes de Studio Kalangu sur le sujet. Affairage, 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 affairage. Assalamu alaikum. Bonjour Ramou. Wa alaikum salam Balki. Comment tu vas? Je vais bien et la famille? Tout le monde se porte à merveille. Les enfants sont partis en vacances chez leurs grands-parents et leur papa est parti au travail. C'est pourquoi la maison est si calme. Je comprends beaucoup, mais pourquoi tu es si sereine? Ah bien sûr, il faut de temps à autre se reposer, ce qui n'est pas chose facile avec les enfants. Mais tu le sauras très bientôt. Comment ça se passe l'évolution de ta grossesse? Dieu merci, ça avance bien. C'est juste que dernièrement, j'ai l'impression que mon bébé ne bouge pas assez. Comment ça? Est-ce que c'est les médecins qui t'ont dit ça? J'espère que tu es partie te faire consulter. Ah, mais c'est à toi que je m'adresse, non? En fait, je sais même pas comment te l'expliquer. Tu vas te décider à parler ou bien? Je n'ai jamais été en consultation. Ah, tu peux répéter? Je crois que je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu me dis là? Je n'ai fait aucune consultation. En somme, je n'ai jamais vu le docteur depuis que je suis enceinte. Non, tu dis ça pour me taquiner, j'espère. C'est la vérité, ma copine. Depuis que j'ai fait le test de grossesse, je ne suis pas allée voir un médecin. Et je peux savoir quelle est la raison? Parce que mon mari refuse que j'y aille. Non, je te crois pas. Pourquoi te mentir?
Au début, il disait qu'il ne voulait pas d'un gynécologue homme. Et lorsque je puis trouver une femme, il a catégoriquement refusé. Je ne pense pas si toi et ton mari mesurent l'ampleur de votre acte. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux que suivre ses ordres. Donc tu vas suivre ses ordres même si cela peut te mettre en danger et mettre en danger la vie de ton enfant? Comment ça mettre nos vies en danger? Oui, comme tu l'as entendu. Ne sais-tu pas que les consultations prénatales ont une importance capitale? Explique-moi ma copine. C'est avec les consultations que l'on fait le suivi de l'évolution de ta grossesse. Avec ces mêmes consultations, on suit l'évolution de ta santé et celle de ton enfant, sans oublier que c'est grâce à ces consultations qu'on arrive à prévenir les complications qui peuvent survenir lors de l'accouchement. Aïe, tout ça? Oui, les femmes enceintes doivent être régulièrement consultées afin d'éviter certaines complications telles que l'anémie, le paludisme, et c'est grâce aux consultations que l'on prévient la transmission mère-enfant du VIH et beaucoup d'autres maladies. Et ces consultations se font souvent chaque mois ou bien chaque 3 mois selon les médecins. Je comprends mieux ton inquiétude. Je me rends compte de notre erreur. Il ne suffit pas de comprendre, mais de réparer. Tu dois immédiatement te rendre en consultation. Même après ton accouchement, tu dois aller faire les consultations postnatales pour le bien-être du bébé. Même après l'accouchement? Oui, il est très important de suivre l'enfant afin de respecter le carnet vaccinal et aussi suivre l'évolution de l'enfant afin de prévenir la malnutrition et plusieurs autres maladies infantiles. Merci pour ces éclaircissements, ma copine. Je m'en vais de ces pas convaincre mon mari de me laisser y aller. Je t'en prie, c'est la moindre des choses, ma chérie. C'était là la rubrique Loti du jour. Merci mesdames pour vos multiples conseils. Et oui Adama, et nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu. C'était donc Adama Dawaki et moi-même Nafis Adam Silfo au micro. La technique a été assurée par Issa Lawali et Moussa Hassan à la supervision de l'émission. Rendez-vous demain avec un autre duo pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au revoir.